Vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène, le fameux personnage de JP et sa vidéo reprise absolument partout. Avec la phrase devenue culte, moi je pense que la question elle est vite répondue. Pour une fois qu'on a un consensus national sur quelque chose, tout le monde se lâche. Une occasion de rigoler gentiment avec des parodies. Salut à toi jeune entrepreneur. Salut à toi jeune entrepreneur. Salut à toi jeune paysan. Ou bien être un peu plus virulent pour d'autres. Pas la peine, Jean-Pierre, de nous rappeler en début de vidéo que tu viens d'un milieu populaire. Ça se voit, 1, à comment tu t'habilles, 2, à comment tu parles, 3, à tes jambes arquées de mec qui a joué au foot en cité. Les vidéos sont partout, sur TikTok, sur Insta, sur Twitter, sur Facebook, dans les médias, partout. Moi, j'ai été plutôt surpris de la viralité de cette vidéo. Car si vous vous intéressez plus ou moins à l'entrepreneuriat ou au marketing comme moi, vous êtes ciblé à longueur de journée par des pubs de ce genre de mecs, de qualité variable. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'une de ces vidéos se perd au-delà de son audience cible. Un certain Emmanuel Friedenreich avait déjà eu un bon succès d'estime dans cette catégorie. On est ici dans ma villa Hollywood en Californie avec la piscine sans fin derrière. C'est assez inspirant, c'est souvent ici que je viens le matin. Mais pas à ce point-là. Parce que bien qu'à première vue, c'est l'air plus ou moins identique, cette fois, en regardant de plus près, je me suis rendu compte que c'était très différent. D'abord parce que les vidéos de JP ne servent pas à promouvoir un gain ponctuel lié à une formation en ligne, mais plutôt à un gros business. Un système dont JP n'est pas vraiment le bénéficiaire. Le Parisien a mené l'enquête. Il y aurait derrière le système de l'entreprise Melius. Melius, c'est une société qu'ils décrivent comme un système pyramidal sulfureux, considéré par beaucoup comme de l'escroquerie en gros. Dans cette vidéo, on va donc décortiquer point par point le modèle marketing de Melius, pour comprendre comment ça fonctionne, quels procédés sont utilisés, c'est quoi le marketing relationnel ou les MLM. Mais on va aussi décortiquer non pas la vidéo de JP Fanguin, mais les vidéos, pour analyser son émancipation et son nouvel objectif marketing réel. Ce phénomène aux multiples facettes, que ce soit le système Melius ou juste JP, est en fait assez représentatif de l'évolution profonde de notre société de consommation, du rôle majeur du marketing et de tous les acteurs dans cet épisode. Ceux qui font l'objet de moqueries, ceux qui font l'objet de suspicions, mais aussi surtout ceux qui relaient. Alors c'est quoi Melius? C'est le Parisien qui a creusé le sujet. JP nous propose de faire appel à lui pour devenir riche, donc de faire partie des 5% de la population détiennent 95% de la richesse mondiale. Mais quand on fait appel à lui, on est redirigé vers une autre personne, un ambassadeur Melius pour un call. Dans l'enquête du Parisien, c'est Hamza. Et de faire partie de ces 5%. Cet appel, c'est pour expliquer le modèle Melius et closer le lead. Closer quoi exactement? L'achat d'un pack de formation et d'un abonnement. En très gros, si Melius propose de vous aider à devenir trader avec l'aide de formations et de solutions qu'ils mettent à dispo aux abonnés, ce n'est en réalité pas avec ça que vous allez gagner de l'argent de façon la plus simple. Le plus simple, ce sera juste de prendre la place d'Hamza, c'est-à-dire essayer de convaincre d'autres personnes de devenir membre. Pourquoi? Parce que si vous achetez une formation et devenez membre avec un abonnement payant, l'ambassadeur qui vous a convaincu touchera une commission. Maintenant, essayons de voir le business model de Melius d'un point de vue growth marketing. Pour modéliser la croissance d'une activité, on utilise le framework ARE. Acquisition, activation, rétention, recommandation, revenu. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien en description. Il est important de maîtriser ce framework quand on lance une activité, car selon le type de business, on va se rendre la vie plus facile ou plus dure. Acquisition, une personne arrive. Activation, elle comprend la valeur que peut lui apporter le produit. Rétention, elle reste. Recommandation, elle en parle à d'autres gens qui du coup vont alimenter le modèle à l'étape acquisition. Et revenu, bon bah c'est l'argent qui rentre. Par exemple, vous vendez en dropshipping un produit AliExpress en one shot. Vous avez fait un effort d'acquisition et d'activation, soit. Par contre, votre client, après avoir attendu 3 semaines pour recevoir un article à la qualité plus ou moins discutable dans un emballage plutôt dégueulasse, ne comptez pas sur lui pour en revenir acheter. Et encore moins pour recommander. Donc il vous manque la rétention et la recommandation dans le modèle ARE. Vous ne pourrez pas avoir une croissance organique viable. D'autres business ont réussi à contrario à se faciliter la vie en enlevant des étapes. C'est le cas des outils SaaS B2B par exemple, comme Doctolib. Le business model est en abonnement, donc là a priori niveau rétention on est pas mal. Et si on peut rendre la possibilité de quitter le service plutôt compliqué, comme c'est le cas avec Doctolib, car il y a une prise en main du logiciel qui demande de s'investir un minimum, là on aura un taux d'abandon de l'abonnement très bas. Donc on règle le problème de la rétention, à peu près, et on n'a plus que les autres étapes du framework ARE à travailler. Dans le cas de Melius, sur le papier, on a un modèle growth marketing qui est au top, puisque la rétention du client se fait d'abord par le modèle d'abonnement, le meilleur modèle possible pour une bonne rétention. Mais surtout, le client qui achète le produit devient à son tour ambassadeur et membre de la team. Tout va se jouer donc sur le sentiment d'appartenance. Et dans la team, pour gagner de l'argent, eh bien il faut vendre l'abonnement à d'autres. Donc la raison principale de la rétention n'est pas la satisfaction du produit, mais le fait de pouvoir gagner de l'argent à son tour. Et que fait un client devenu ambassadeur
pour gagner de l'argent, de la recommandation. Et pas qu'un peu, puisque d'après les informations Le Parisien, un membre doit recruter un minimum de 2 personnes, ce qui fait un programme de referral ou un programme de recommandation plutôt efficace. Des programmes de referral, vous en connaissez tous, c'est quand Deliveroo, par exemple, fait une offre parrainage 10-10. 10 € pour vous le parrain et 10 € pour votre filleule. Bon bah là c'est beaucoup mieux, car si chaque client ramène 2 autres nouveaux clients, on a un K-factor ou un coefficient viral de 2. Le K-factor, c'est le nombre total de nouveaux clients ou utilisateurs apportés par un client ou utilisateur. Par exemple, si un client sur 5 ramène avec succès un nouveau client, le K-factor sera de 1 divisé par 5, donc 0,2. Si votre K-factor est égal à 1, vous avez une croissance linéaire organique, et c'est exceptionnel. Si le coefficient viral est supérieur à 1, même 1,1, vous avez une croissance organique exponentielle. Et là, vous avez un business viral. Donc, vous imaginez bien qu'un coefficient viral de 2, comme la théorie de Mélius, ça fait rêver n'importe quelle startup. Dans le reportage Le Parisien, ils appellent ça du marketing relationnel. Sous-entendu, le marketing relationnel, ou MLM, c'est de l'arnaque. Mais la nature du procédé n'est pas censée définir si c'est une arnaque ou pas. Le marketing relationnel, basiquement, c'est comme de l'affiliation. On touche un pourcentage sur la vente d'un produit si on a aidé à le vendre. Sauf qu'il y a un système de parrainage pour entrer dans le réseau. Et un membre touchera une commission pour les ventes de ses filleuls aussi. Et même les filleuls de vos filleuls. Et là, vous comprenez l'intérêt de recruter des ambassadeurs plutôt que d'essayer de vendre vraiment le produit. Car la voie du revenu passif, c'est par là. Sinon, vous êtes juste un commercial et vous profitez pas de l'effet de réseau. Mélius est donc un MLM, mais avec des particularités. Structure binaire, plan de rémunération sur 11 grades, etc. Alors j'ai pas creusé à fond, mais dans le cas particulier de Mélius, il y aurait des trucs plutôt louches. Comme la probabilité de couvrir un retour sur investissement qui est promis, justement avec l'argent des nouveaux membres. Ce qui, pour cet aspect-là, relèverait donc de la pyramide de Ponzi, ce qui est illégal. La pyramide de Ponzi, c'est quand l'argent versé vient exclusivement des nouveaux adhérents. Mais dans le cas de Mélius, c'est pas tout à fait le cas. Et s'il voulait être vraiment clean, il suffirait de supprimer ce point sur le retour sur investissement. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est vraiment toujours d'actualité. Donc si vous voulez en savoir plus sur les détails précis du modèle Mélius, je vous mets 2 liens en description qui pourront vous aider. L'arnaque donc découverte par Le Parisien ne se situe pas dans le système marketing relationnel, mais plutôt potentiellement dans le produit, puisque Mélius vend officiellement un produit. Les plateformes de trading et les formations. Il y a en théorie donc pas d'arnaque. Est-ce que le produit est réel? Est-ce que le produit est bon ou pas? Est-ce que les clients se sentent lésés? C'est ça les questions à se poser. Le plus vieux MLM connu, c'est la marque Tupperware par exemple. Bon, je vois pas Le Parisien faire des reportages sur l'empire maléfique des réunions Tupperware. Et il y en a plein d'autres des MLM, tout aussi légales que Tupperware. Le modèle marketing relationnel comme Mélius, en théorie, règle donc en une seule fois 2 problèmes majeurs pour la croissance organique d'un business, la rétention et la recommandation. Mais c'est pas tout, parce qu'avec un tel coefficient viral, le modèle s'affranchit aussi de l'acquisition. Plus besoin d'investir le moindre sou en acquisition. C'est les ambassadeurs qui font du referral. Le modèle A est ici donc réduit au travail sur une seule étape, l'activation. L'activation, le moment où le client potentiel comprend la valeur que peut lui apporter le produit. Et bien sûr, ça dépend de quel produit on parle. Est-ce qu'on parle des formations de trading ou est-ce qu'on parle des revenus passifs liés au marketing relationnel? Et c'est finalement cette étape qui est la plus problématique. Car pour activer, Mélius doit vendre du rêve. La réalité des MLM comme Mélius est la suivante. Entre les personnes qui rentrent dans un modèle MLM et ceux qui réussissent à générer beaucoup d'argent, le pourcentage est bien sûr très faible. Et en réalité, le modèle a beau être en abonnement, il doit y avoir pas mal d'abandon, de churn. Donc la rétention ne doit pas être si folle. Bien entendu, pour convaincre, pour activer, on ne va pas présenter la réalité des choses, mais faire miroiter la vie de rêve. La vie de rêve donc. Mais qu'on trouve ça moralement discutable ou non. C'est le principe du marketing. On ne vend pas le produit en lui-même, mais la vie qui va avec. Vous connaissez sûrement cet exemple. Les gens ne veulent pas acheter une perceuse, ils veulent un trou dans le mur. Le produit est la passerelle entre l'état initial, j'ai un besoin, et l'état final, ça y est, j'ai accroché ma nouvelle étagère. Donc en fait, chaque pub fonctionne sur ce principe, d'essayer de trouver le bénéfice de l'audience cible. Quel état final elle souhaite atteindre? Jusqu'à creuser très profond dans ses aspirations, dans ses peurs, pour trouver le bénéfice émotionnel qu'il faudra induire dans le message publicitaire. Acheter cette voiture vous donnera tel statut social. Si vous n'achetez pas tel produit, vous êtes une mauvaise mère. Si vous achetez ce produit, vous ferez partie de la communauté des gens cool, etc. Là donc pour Mélius et pour JP qui utilise le même procédé mais en version très dégradée on va dire, l'idée est basique. Faire miroiter la richesse, l'opulence et dire au revoir à son patron. Suis-moi et va dire à ton patron qu'il est viré.
Ça me rappelle quelque chose. Au revoir, président. Bon, Au Corinne, revoir, viens, mon chat. président. C'est comme ça que la Française des Jeux fait rêver et incite à jouer. Pourtant, vos chances de gagner sont ridicules. Mais ça pose de problème à personne. Mais finalement, des gens comme JP qui louent des voitures pour vendre du rêve, il y en a plein. On pense bien sûr aux infopreneurs sur YouTube, pour vous lancer en bourse, pour vous lancer dans l'immobilier, dans les crypto-monnaies, etc. Mais est-ce que ça veut dire que le produit que ces gens-là vendent est forcément une arnaque? Bah non, pas forcément. Ils ont juste un message publicitaire, une façon d'activer les gens qui est très caricaturale, et qu'on peut même juger ridicule. C'est ridicule, mais entre JP et la pub pour le dernier iPhone, c'est le même procédé. Par contre, là où ça devient plus moralement discutable pour la plupart des gens, c'est l'angle d'attaque et l'audience cible. Pour trouver l'angle d'attaque, c'est-à-dire le point sensible qui va créer l'activation, dans le marketing, le meilleur moyen, c'est pas toujours d'envoyer une suite d'emails scénarisés pendant 2 semaines, mais plutôt de faire du branding émotionnel, en se référant à une autre pyramide, la pyramide de Maslow, ou pyramide des besoins. Selon un certain Maslow, donc, les motivations d'une personne sont régies par l'insatisfaction de certains de ses besoins. Les besoins humains sont classés par ordre d'importance en 5 niveaux, du premier et plus élémentaire au plus superficiel. La satisfaction des besoins à un niveau engendre les besoins du niveau suivant. On a donc au tout début les besoins physiologiques, respirer, manger, dormir, etc. Puis, une fois qu'on est bon là-dessus, on a les besoins de sécurité, environnement stable et prévisible, etc. Ensuite, les besoins d'appartenance sociale et d'amour, puis le besoin d'estime de soi, et enfin, le besoin d'accomplissement de soi. Si on peut penser que la pub du dernier iPhone va jouer sur l'appartenance sociale, par exemple, ça arrive à Apple de jouer aussi sur les besoins de sécurité, comme cette pub-là, par exemple. Ou encore de jouer sur une couche plus superficielle, comme l'estime de soi, comme cette pub-là. Ce que l'opinion publique a du mal à supporter avec JP et ceux qui vendent du rêve, c'est que le besoin visé dans l'angle d'attaque peut être très bas dans la pyramide. Là, on parle du besoin de sécurité financière, et même dans certains cas, de besoins physiologiques de survie. Quelle est l'audience cible la plus réceptive à ces messages? Ceux qui, justement, ont des besoins à ces étages-là de la pyramide. Et dans le meilleur des cas, ça jouera clairement sur un mal-être qui soit profond ou non. Le message répété par tous les représentants de Mélius est le même. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? En gros, vous êtes exclus pendant qu'il y en a d'autres qui se gavent. Grâce à nous, vous allez faire partie de ceux qui se gavent. Donc la proposition n'est pas du tout de rétablir la justice sociale, mais juste de vous aider individuellement à changer de camp. Et cela dans un monde évidemment très manichéen, avec la perspective de revanche sociale. On pourrait donc de prime abord juger ceux qui acceptent le deal, mais en fait le procédé est plutôt naturel chez l'homme. Et encore une fois, on peut l'expliquer avec le marketing de tribu et le marketing de clivage. Marketing de tribu, car un groupe ne se définit que par opposition à ceux qui ne sont pas dans le groupe. L'homme a un besoin naturel, on l'a vu dans la pyramide de Maslow, de ce sentiment d'appartenance, et même d'exclusivité. Rejoindre JP et faire partie de Mélius renforcerait aussi son estime de soi et son sentiment d'accomplissement. On tacle donc finalement tous les niveaux de la pyramide de Maslow en une seule fois. Le même procédé que les infopreneurs business, ceux qui invitent leurs clients à devenir entrepreneurs. Le mode de vie du reste de la société, c'est-à-dire les salariés classiques, est clairement désigné comme l'ennemi. Le message, c'est basiquement, n'acceptez pas ce que la société vous dicte de faire, vous allez quand même pas avoir un patron toute votre vie, affirmez-vous, blablabla. L'idée ici, c'est venez faire partie des gens qui ont compris, en opposition aux autres. Une fois convaincu d'appartenir à un nouveau groupe, le passage à l'action est beaucoup plus simple. On a donc ce clivage assez virulent dans les propos, et avec JP ça va plus loin parce que c'est carrément du mépris manifeste. Tu préfères être misérable et vivre dans un 3 pièces et demi? Dans un monde binaire entre ceux qui ont compris et les autres. Tous ces procédés sont donc déjà vus. Mais alors pourquoi JP a fait le buzz à ce point-là avec cette vidéo? On va se pencher dessus plus en détail. Alors déjà, je crois qu'elle a explosé d'abord sur TikTok. TikTok, c'est la plateforme sociale du moment où les portées organiques sont encore considérable et où l'audience est plutôt très réactive. Donc c'est un bon terreau. Est-ce qu'elle aurait explosé à ce point-là s'il l'avait juste mis sur Instagram? Ça, j'ai des doutes. Aussi, cette vidéo respecte le modèle de copywriting AIDA pour attention, intérêt, désir, action. L'attention, c'est l'accroche. Salut à toi, jeune entrepreneur. Le terme jeune entrepreneur adresse donc l'audience cible, des jeunes donc, mais non pas des entrepreneurs, mais des aspirants entrepreneurs, ou plutôt des aspirants riches. Le terme entrepreneur étant perçu plutôt très positivement depuis quelques années dans les classes sociales les plus défavorisées. Dans une autre vidéo, il dira carrément « Toi qui fais probablement partie de la classe sociale basse ou moyenne », pour être sûr que l'audience cible s'identifie. Ok, c'est bien à moi que ça s'adresse, il a un truc à me dire. Ceux qui se reconnaissent pas ont déjà quitté la vidéo de toute façon, donc on s'en fout. On s'adresse exclusivement à un segment bien défini. Savais-tu que 5% de la population
détenait 95% des richesses du monde. Là, on suscite l'intérêt, la deuxième étape du modèle AIDA. Cette fameuse phrase qui est répétée tout le temps chez les ambassadeurs Melius. Commencez très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone. La suite sur tu peux en faire partie, c'est la partie désir. Le désir est donc suscité justement par les besoins que l'on a évoqués. Besoins des différents étages de la pyramide de Maslow. Avec ce fameux clivage, tu veux être un winner ou tu veux être un loser. Tu veux répondre à tous tes besoins ou être un misérable. Et en plus, c'est très facile, il n'y a aucun effort à faire, il suffit juste d'avoir un téléphone. Enfin, le call to action. Fais le bon choix. Bisous. Contacte-moi pour agir maintenant. C'est le même modèle AIDA qui est utilisé pour les pubs, pour les emails, pour un post LinkedIn ou un carrousel sur Instagram. Un des modèles de narration classiques utilisés par tous. Le Parisien aussi utilise un modèle de narration pour qu'on regarde sa vidéo sur JP. Une preview YouTube bien accrocheuse. Les vendeurs de rêves, la société qui se cache derrière. Le terme exact c'est clickbait. Puis dans la vidéo, on recontextualise, on fait apparaître un héros, le journaliste, auquel on s'identifie parce que nous aussi on veut comprendre ce qui se passe. Ce héros va se trouver une quête avec des obstacles, etc. Bref, dans la vidéo, le Parisien, on a une structure narrative différente, mais le but est le même. Faire naître l'intérêt, le désir d'en savoir plus, pour pousser les gens à regarder jusqu'à la fin. Pourquoi? Eh bien évidemment pour des fins commercial. Le Parisien a le même objectif que Melius, faire de l'argent. Et moi qui fais cette vidéo marketing de JP et Melius, eh bien je fais pareil avec ma preview en accroche, ma structure pour donner envie de regarder. Donc en fait JP dans ses vidéos, il fait comme le Parisien et comme moi. On a encore la preuve que JP Fanguin, tout comme Melius, ils inventent rien. Finalement, ils font comme tout le monde. Ils utilisent les mêmes méthodes. Alors on en revient du coup à cette même question. Qu'est-ce qui justifie un tel buzz ? Eh bien d'abord c'est la caricature outrancière qui a choqué. On en a vu des vidéos de ce genre, mais là c'est trop, c'est au-dessus de nos limites personnelles. Le personnage JP et son décor est trop caricatural, on dirait une parodie. Trop dans le clivage, trop dans le mépris. C'est trop pour un tel contraste. À la limite on peut accepter ce genre de vidéo s'il y a les moyens qui sont mis, comme les vidéos de présentation de Melius par exemple, où là on fait pas vraiment attention. Mais là le contraste entre le discours et la réalité de ce qu'on voit est juste abyssal. Ça saute aux yeux à tout le monde. Qualité de la vidéo, de l'audio, le costume, l'adresse en hotmail, c'est pas raccord, c'est même grotesque, et c'est ça qui choque, qui fait rire, qui fait réagir. On veut bien qu'on nous vende du rêve, on accepte finalement toutes les méthodes les plus shady, mais on veut y croire un minimum. Avant JP, personne n'avait encore affiché un tel contraste. Et de fait, ça le transforme en parodie humoristique. Mais si ça avait été officiellement une parodie, ça n'aurait pas suscité les mêmes réactions. Là, ce qui plaît le plus, c'est de pouvoir rire aux dépens de quelqu'un. La vidéo a fait l'unanimité sur ce point. Comme dans la cour d'école, désigner une tête de turc fédère tout le monde dans une liesse collective déculpabilisée, où ça peut aller de la moquerie bon enfant à la réaction épidermique plutôt très violente, avec l'impression qu'on projette ces thèmes d'énervement sur JP. On peut voir tout ça juste en regardant les commentaires sur un seul post qui a relayé la vidéo sur n'importe quel réseau social. Il faut vraiment être con pour croire ce genre de mec, il sait même pas aligner de mots en français, c'est une arnaque, c'était sûr, oh la coupe de cheveux, quel mauvais goût. Une catharsis collective, où encore une fois, on sépare la société en deux catégories, les bons d'un côté et les salauds de l'autre. En se plaçant évidemment toujours du bon côté. Encore du clivage, mais cette fois c'est du faux clivage. Parce que personne ne défend JP, il n'y a personne de l'autre côté. Le bénéfice émotionnel de ce phénomène est naturellement encore une fois très marketing, mais sans que personne ne l'ait orchestré. Il s'agit encore une fois de satisfaire les besoins de la pyramide de Maslow. En se moquant tous de JP, eh ben on se fédère et on a l'impression de faire partie d'un groupe. Sentiment d'appartenance. Le bon trait d'esprit qui va faire rire les autres et nous apporter une récompense émotionnelle venant du groupe, besoin d'amour. Avec nos arguments que de toute façon personne ne va discuter et notre vision manichéenne où on est toujours du bon côté, on peut conforter son estime de soi, besoin d'estime. Mais alors du coup j'ai une question. S'il s'avère que Melius est légal en fait, il reste quoi? Juste un jeune de milieu populaire qui a une vision fantasmée de la richesse, pour lui c'est revenu passif sans aucun effort, et qui projette ce fantasme maladroitement pour essayer de convaincre d'autres jeunes de milieu populaire. Et pour y arriver, il reprend les méthodes marketing utilisées par tous. Et il fait juste une mauvaise vidéo de vente. Et pourquoi il fait ça? Bah en fait, il essaie de reproduire ce qu'il voit à longueur de journée. C'est juste qu'il le fait très mal. Mais alors vu que c'est les mêmes méthodes du coup, la seule chose qui va différencier JP de moi-même, marketeur, c'est la différence de limite morale. Je juge JP et Melius, non pas parce que c'est une arnaque, mais parce que j'estime qu'ils dépassent ma limite marketing morale dans leur procédé. Parce qu'ils visent une audience qui a des besoins tout en bas de la pyramide de Maslow. Parce que j'estime que la vie qui va avec qu'ils proposent est trop mensongère. Notez bien que je dis trop mensongère. Ça sous-entend que si c'est un peu moins mensonger, ça ne nous dérange plus vraiment. Si la manipulation est bien faite, ça passe habituellement.
Pour les vendeurs de rêves, tout comme pour le marketing de clivage, il s'agit encore d'une question de limite morale. Où placer le curseur? Ma limite n'est pas la même que celle de mon voisin, et je dois sûrement dépasser les limites morales dans mes pratiques marketing de quelqu'un d'autre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, rassurez-vous, JP n'est pas une victime dans l'histoire. Non pas parce que le coup de buzz lui aurait permis de parrainer une tonne de gens, ça j'y crois pas du tout, mais plutôt parce qu'il a vite sauté sur l'opportunité de ce buzz inattendu. Inespéré même. Melius, pour lui, maintenant c'est de l'histoire ancienne. Et il compte bien utiliser cette nouvelle notoriété pour lancer un business de divertissement / influenceur. Il a son personnage, son gimmick. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Comme Nabila l'avait. Non mais allô quoi. Sa structure de vidéo, une recette qui marche, ses comptes TikTok, Insta, etc. ont explosé et vont continuer. Il sera bientôt dans les médias, il pourra toujours dire que c'était ça le plan à l'origine. Bien sûr, on sait que c'est pas le cas, mais tant mieux pour lui. Mickaël Vendetta avait réussi son buzz, mais n'a jamais réussi à le capitaliser. C'était peut-être trop tôt. Nabila a plutôt mieux réussi, elle. On verra pour JP. Que ce soit en bien ou en mal, si ce personnage existe et arrive au devant de la scène, c'est parce que notre société actuelle est en demande. C'est un product market fit qui s'est créé par hasard. Un product market fit, c'est quand un produit rencontre sa bonne audience cible avec le bon message. Sauf qu'en fait, on peut l'avoir sans faire exprès. C'est pas ça qui était prévu à l'origine. Désormais, JP est donc un produit de divertissement. Et un produit de divertissement fonctionne que s'il correspond aux attentes du public. Un public qui en a besoin pour se divertir, pour se défouler visiblement aussi. Du coup, comme ça crée de l'engagement, c'est repris par des médias, des créateurs de contenu, qui vont le relayer dans des articles de journaux, dans un post LinkedIn, pour faire cliquer, pour faire parler, pour saisir l'opportunité de faire plus d'engagement que d'habitude, en profitant de la version collective pour JP. On est tous acteurs de ce grand jeu, en somme on a créé le personnage JP, et moi le premier qui a saisi l'opportunité d'en faire une vidéo.